Il était juste un peu après 9 heures, un mardi matin, quand Leonard Price est entré dans le bâtiment en briques, et vert de la Mercury State Bank, mallette à la main, costume repassé au point de couper le silence. Il n'était pas bruyant, pas du tout stressé. Il était précis, soigné, maître de lui. Et pourtant, dès qu'il a passé ses doubles portes, deux choses se sont produites. Une jeune caissière derrière le comptoir s'est raide et a chuchoté un truc à sa collègue. Un manager de l'autre côté du hall a plissé les yeux comme si Leonard lui faisait peur. Je me suis retrouvé mêlé à un truc qui ne me concernait pas, et tout ce que Leonard avait fait, c'était entrer. Le hall de la banque sentait le parfum, la moquette d'entreprise et le café fraîchement préparé. De la musique classique jouait doucement au-dessus. Tout dans cet endroit criait « On sert des gens importants ». Léonard s'est approché du guichet tranquillement. « Bonjour, je voudrais faire un retrait. » La guichetière, une jeune fille d'une vingtaine d'années avec un badge où était écrit Chloé, cligna des yeux en le voyant. « Bien sûr, monsieur. Vous avez un compte chez nous. » Léonard posa son permis de conduire. Carte bancaire Platinum est une lettre d'autorisation tapée au comptoir. « Oui, compte pro, Price Innovations, Inc. » Chloé jeta un coup d'œil au papier, puis hésita. Laissez-moi juste appeler mon responsable. » Voilà Monsieur Tom Reagan, le responsable des opérations de l'agence. La quarantaine, cheveux gominés, cravate un peu trop serrée. Il s'approcha en fronçant déjà les sourcils. « Oui, quel est le problème? » Chloé montra les documents du doigt. « Il veut retirer 35 000 $ du compte entreprise. » Reagan prit la carte bancaire et la lettre, puis regarda Leonard de haut en bas. « Et ça descend. Et vous êtes le CFO? » « CUO, répondit Léonard, calme, maîtrisé. Ryan rit doucement, comme si on venait de lui tendre des billets de Monopoly. « Désolé, monsieur, mais on doit vérifier avec le titulaire du compte. » Léonard haussa un sourcil. « Je suis le titulaire du compte. »« Oui, mais vous comprenez. Pour des retraites importants comme ça, on a besoin d'une confirmation. Fraude, vous voyez, vol d'identité. Vous pourriez être n'importe qui. » Léonard le fixa un instant, puis sortit de sa mallette une seconde pièce d'identité, une licence d'entreprise, un certificat de création de banque. Des papiers, le sceau de l'État, sa signature en bas de chaque ligne. J'ai signé la charte. J'ai aidé à construire le système back-end qui gère vos comptes. Reagan a jeté un coup d'œil aux papiers, puis les a rendus. Toujours souriant, mais d'un air plus figé. Oui, bon, n'importe qui peut imprimer des documents. Je vais devoir refuser cette transaction jusqu'à ce qu'on confirme avec le siège. Léonard s'est penché. Sa voix n'a pas monté. Elle est devenue plus basse. Et tu crois que le siège va dire quoi quand je leur dirai que tu as refusé une transaction à l'homme qui possède ça? Un bâtiment? Reagan a ricané. Monsieur, on ne tolère pas les menaces ici. Ce n'est pas une menace, répondit Léonard. Juste un délai de 10 minutes. Reagan ne pigeait pas. Pas encore. Mais il allait comprendre, parce qu'il ignorait que l'homme en face de lui venait de finir une réunion, 4 pâtés de maison plus loin, avec le conseil régional. Que Léonard venait tout juste de signer le renouvellement du bail de cette succursale, la veille, et que quand le conseil avait demandé s'il y avait des problèmes avec le personnel, Léonard avait dit non. Mais il allait bientôt changer d'avis. 10 minutes. Plus tard, Léonard est entré dans une salle de réunion au dernier étage du bâtiment. Il n'a même pas eu besoin de demander le Wi-Fi. Pas besoin de badge visiteur. Il avait la clé maîtresse. Il a passé un coup de fil. Et moins de 10 minutes après, on a demandé à M. Reagan de rejoindre une réunion à laquelle il ne s'attendait pas. Ce qui s'est passé ensuite, c'était pas de la justice. C'était un retournement de situation que personne dans cette banque n'oublierait. Bien avant de porter des costumes hors de prix et de signer des baux de bureau, Leonard Price était là, derrière un poêle graisseux. La cuisine de sa grand-mère dans la campagne de Géorgie. Il avait 13 ans. Ses mains étaient calleuses à force de manier les poêles brûlantes. Ses chaussures étaient trouées. Et chaque jour, après l'école, il préparait des œufs et du bacon pour sa grand-mère et ses amis de l'église. Des femmes qui en avaient vu trop, enterré trop de monde, mais qui souriaient encore à pleines dents. Ce sont elles qui ont été les premières à lui dire qu'il était différent. « Tu parles pas beaucoup? »
disait l'une d'elles. Mais bon sang, t'es toujours en train d'observer. Et c'était vrai. Il regardait comment les gens bougeaient, comment l'argent circulait, comment son... Mon cousin s'était fait arrêter pour un truc pour lequel un blanc s'est juste pris un avertissement. Il a pigé vite fait. Le pouvoir, ça lui ressemblait à pas. Et le respect, ça se donnait pas, ça se méritait. À 17 ans, Leonard s'est appris à coder sur un ordi de bibliothèque tout pourri. Il lui donnait que 20 minutes par session. Du coup, il a recopié les tutos sur du papier et les a étudiés chez lui à la lampe torche. À 19 ans, il a vendu son premier logiciel à 2500 $. Un investisseur blanc dans la tech a essayé de le sous-estimer. Léonard a envoyé balader. 3 mois plus tard, le même gars est revenu et a payé. À 24 ans, Léonard a lancé Price Innovations, une boîte qui développait des techs logistiques et pour les petits commerçants. Il portait pas de sweat à capuche, mais des costards. Il faisait pas ses pitchs dans des cafés, il s'est construit son propre bureau. Et quand les banques se sont foutues de ses demandes de prêt, il a monté son capital tout seul, sans dette, chaque dollar gagné, chaque investisseur trié sur le volet. À 30 ans, la boîte générait 40 millions de dollars par an. Il avait 4 brevets, possédait 3 immeubles et venait de financer un labo d'ingénierie dans une grande université HBCU avec son argent. Son nom était écrit devant. Mais en vrai, ça changeait rien à la façon dont les gens le regardaient. Dans les banques, on lui demandait s'il s'était perdu. Dans les ascenseurs, on voulait savoir à quel étage il livrait. Dans les salles de réunion, il le fixait comme si c'était le stagiaire, pas le patron. Il l'a jamais oublié. C'est pour ça que quand Reagan le regardait comme une menace plutôt qu'un client, Leonard n'a pas bronché. Il n'a pas haussé le ton. Il a laissé le système faire son boulot. Son système. M. Reagan est entré dans la salle de conférence, l'air paumé. 2 types de la boîte étaient déjà assis. Ellie, le directeur adjoint, restait tranquille sur le côté. Et à la tête de la table, il y avait Léonard, veste enlevée, manches retroussées, l'air calme. « Allez-y », dit Léonard en faisant un geste. « Prenez un siège. » Reagan s'assit, regardant autour de la pièce. « C'est quoi cette histoire? » Un des représentants de la boîte fit glisser un dossier sur la table. Dedans, il y avait des photos, des documents, des déclarations hors datées, tout ça datant de ce matin. Et tout en haut, le nom de Léonard. Reagan cligna des yeux. « Je comprends pas. » Léonard se pencha un peu. Calme, tranquille. « Je suis pas juste un client, Monsieur Reagan. Je suis pas juste un détenteur de compte. Je possède cet immeuble. Et jusqu'à il y a 30 minutes, je faisais partie du conseil qui décide si cette agence garde son bail. » Le visage de Reagan a blêmi. « C'est un malentendu. Je faisais juste mon boulot. » « Non, Léonard a dit, vous avez supposé que je n'avais rien à faire ici, que ma peau, mon teint, ma présence ne correspondaient pas à votre idée de la richesse. Je voulais pas dire que vous ne deviez pas. C'est juste que... Un problème. » Il tapota le dossier. « Tu as suivi la procédure, mais ignoré le principe. » La pièce resta silencieuse. Eli prit finalement la parole. « J'ai vu ça arriver. Tu n'as pas douté des documents. Tu as douté de lui. » Reagan baissa les yeux. Léonard se leva. « Tu es relevé de tes fonctions. Immédiatement. Les ressources humaines s'occuperont de ton départ. » Reagan se leva, choqué. « Tu ne peux pas faire ça. » Léonard fixa un instant. « Je l'ai déjà fait. » Pendant que Reagan quittait la pièce, hébété, une jeune stagiaire passa. Elle était noire, 20 ans et peut-être. Elle avait tout vu, ce qui s'est passé. Elle a souri, pas à Reagan, mais à ce qui venait de changer. Plus tard dans la journée, Léonard a rassemblé tout le personnel dans la salle de pause. Il s'est tenu à côté d'Ellie et a dit « Cette agence va changer. Nouvelle direction, nouvelle formation et un nouveau standard. Aucun client, peu importe son apparence, ne doit jamais se sentir comme s'il n'avait pas sa place ici. » Silence, puis un premier applaudissement, puis un autre. Bientôt, toute la salle s'est levée avec lui. En sortant, un des guichetiers l'a arrêté. « Monsieur Price, mon fils, il a seulement 4 ans, mais j'espère qu'il grandira dans un monde où il y a des hommes comme toi. » Léonard a souri. « Non, a-t-il dit, il grandira dans un monde meilleur que le mien grâce à ce qu'on choisit de changer maintenant.
Parfois, la chose la plus puissante à faire, c'est pas de crier, c'est de rester calme. Laisse-les te sous-estimer. Laisse-les faire des suppositions. Laisse-les t'ignorer. Et quand le moment sera venu, montre-leur qui commande ici. Léonard n'a pas viré ce type parce qu'il était en colère. Il l'a fait parce que le leadership, ça compte. Parce que la façon dont on traite les gens quand personne ne regarde, ça dit tout. Alors, la prochaine fois que quelqu'un te dit « Tu n'as rien à faire ici », souris juste parce que c'est peut-être toi qui tiens les clés. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Like et abonne-toi pour ne rien manquer.